Vince me dit, est-ce qu'un bon mercato peut sauver une saison? Oui, oui, un bon mercato peut sauver une saison. Un bon mercato, ça peut être un ou deux joueurs. On va prendre l'exemple de Strasbourg l'année dernière. L'arrivée de Sanson, le retour de Gilbert, ont permis au club de franchir certainement un cap. Un mercato n'est pas forcément un gage de réussite, mais savoir corriger ce qui ne va pas dans une équipe et ne pas se tromper, c'est effectivement forcément une bonne solution. Anatole du 49 me dit, pensez-vous que Luis Enrique, depuis le match à Lille, joue en 4-3-3 car il sait qu'Hakimi va à la CAN? D'ailleurs, le Marocain était sur le banc ces deux derniers matchs. Alors, n'oublions pas que il y a toujours une accusation de viol qui pèse sur les épaules d'Achraf Hakimi. Il était entendu par la police la veille d'un match. Il me semble que c'était le match contre Metz, il me semble. C'est peut-être pas des conditions psychologiques extraordinaires pour préparer une rencontre. Peut-être que l'argument de la CAN pèse. Maintenant, je pense pas que Luis Enrique ait besoin de ce genre d'excuses pour tripatouiller son équipe et nous faire à chaque fois une compo surprise. Alex Nissa du 06, on arrive bientôt à 2024 et aux vœux, mais si un génie pouvait te permettre d'exaucer 3 vœux pour l'année football 2024, quels seraient ces vœux? Que la France gagne l'Euro 2024, ça me paraît être le vœu de tout bon Français qui se respecte. En deuxième vœu, je voudrais que la Super League ne voit pas le jour et que le foot reste comme il est là, malgré ses imperfections. Et en troisième vœu, là, c'est plus personnel, je voudrais que le Racing Club de Strasbourg finisse le mieux classé possible. Alors, Arkham me fait plein de compliments et après il me dit, quel est le joueur qui vous a fait la meilleure impression en Europe depuis le début de la saison? Bellingham, ça me paraît évident, parce que Bellingham, pourtant la marche entre Dortmund et le Real, elle est haute, mais il est beaucoup plus impressionnant avec le Real qu'il ne l'était avec Dortmund, dans un rôle certainement plus offensif, puisque depuis le départ de Benzema, qui n'a pas été remplacé, il n'y a plus vraiment d'avant-centre au Real, et donc Bellingham joue 9,5, et dans 9,5, il y a 9, et voilà, et ses prestations sont extrêmement abouties, et en plus il est très décisif, donc pour moi Bellingham est le joueur le meilleur joueur de ce début de saison. Alex Nissa du 06, le tirage au sort des barrages de l'Europa League a eu lieu l'autre jour avec des tirages compliqués pour Toulouse et Rennes, plus abordables pour Lens et l'OM. Ces barrages d'Europa League vont-ils être un révélateur sur le niveau de nos clubs en Europe? De toute façon, lorsque tes résultats sont aussi mauvais, aussi décevants saison après saison, il est évident que chaque nouvelle étape franchie est un révélateur de plus à passer pour nos clubs. Là, c'est sûr que le Milan AC, Benfica, c'est des tirages compliqués. Maintenant voilà, si on a encore, on va dire, 3 clubs français sur les 5 qui passent, parce que je compte Lille aussi, ce sera, oui, effectivement, un bon résultat, sachant que, malgré tout ce qu'on veut bien en dire, le PSG a quand même hérité du meilleur tirage possible en Champions League. Vince me dit, pourquoi les Anglais jouent pendant les fêtes, d'où vient cette tradition? Voilà, on y est, c'est aujourd'hui, c'est le 26 décembre, c'est le Boxing Day, c'est une tradition qui fait que les nobles anglais donnaient
ou leur reste, ou des cadeaux à leurs serviteurs dans des boîtes Boxing Day. Et voilà, c'est une journée extrêmement importante en Angleterre. Et depuis des années, effectivement, le football en a profité pour faire une grande journée où il y a une journée complète le 26 décembre. Enfin, ce qui n'est plus le cas d'ailleurs malheureusement maintenant. Une journée où les gens viennent au stade avec leur bonnet de Père Noël et tout. Voilà, c'est une tradition. Ça. Les Anglais en tradition, ils sont bien meilleurs que nous. Hein. Elias Recham me dit, tu es très critique envers les supporters qui refusent la multipropriété. Qu'est-ce que tu leur reproches exactement ? Ben, je leur reproche de décréter sans attendre. Voilà, de faire des procès d'intention. Et puis, la multipropriété, n'est pas forcément quelque chose d'équivalent partout. Je pense que, à moins d'être d'une mauvaise foi assez invraisemblable, tu vois quand même la différence entre ce qui se passe à Strasbourg, où il y a une vraie stabilité au niveau de l'équipe dirigeante du club, et Lyon, où Textor a déjà tout changé 3 fois du sol au plafond. Donc, je le dis et je le répète, Bluco n'aurait pas investi à Strasbourg si Marc Keller n'avait pas décidé de rester à son poste de président. C'est quelque chose d'extrêmement important. Même en ce qui concerne l'arrière-gauche argentin qui serait contacté par le club, c'est encore une fois un choix du Racing Club de Strasbourg. Ne croyez pas ce qui a marqué dans l'équipe quand on vous dit que c'est Chelsea qui a choisi Carcilla. Ce n'est pas vrai, c'est un choix de Loïc Désiré et des recruteurs du Racing Club de Strasbourg, que pour l'instant, la seule passerelle entre le club anglais et le Racing, c'est Angelo Gabriel, le petit Brésilien, qui en plus, selon toute vraisemblance, pourrait faire une 2e année en prêt à Strasbourg, parce que pour l'instant, il est très intéressant avec le Racing, mais c'est quand même un peu juste pour jouer en première ligue, notamment sur le plan physique. Donc voilà, quoi. Il y a des échéances financières importantes qui arrivent pour beaucoup de clubs. Le CIV qui va être à rembourser, ça c'est pas, ça fait en gros entre 15 et 20 millions par club à trouver la saison prochaine. Des droits télé qui s'annoncent quand même extrêmement décevants. Donc avoir un investisseur fort derrière soi, ça me paraît être plutôt une très bonne nouvelle. Et enfin, une question qui me touche énormément, c'est une question de l'ami Jean Malam et de Jean-Marie Lanoé, qui a été très longtemps grand reporter à France Football et qui était là même avant moi à l'équipe et qui est un grand ami. Il me dit, très cher Pierrot, quel a été pour toi le meilleur entraîneur du PSG période Qatari ? Et trouves-tu comme moi que Luis Enrique veut trop forcer ses joueurs à entrer dans un système pour lequel la plupart, dont Mbappé, ne sont pas faits ? Excellente question, hein, j'en attendais pas moins de Jean-Marie. Bon, je vais mettre de côté Laurent Blanc à cause de l'amitié que j'ai pour lui. Je pense que l'entraîneur que j'ai préféré, c'est Thomas Tuchel. Parce que je me souviens qu'on lui reprochait sa calinothérapie et que c'était une vraie erreur, parce que faire de la calinothérapie avec des grands joueurs, c'est aussi une forme de management extrêmement intéressante. Je rappelle quand même que Tourelle, quand il est arrivé, c'est 14 matchs, 14 victoires en Ligue 1. C'est donc quand même quelque chose d'assez énorme. C'est le seul entraîneur qui a été en finale de la Ligue des Champions et qui n'a quand même perdu que 1-0 contre le Grand Bayern de Munich. Pour la deuxième partie de la question, Luis Enrique, moi il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé sur Luis Enrique, c'est la colère qu'il a sur le banc de touche lorsque Lucas Hernandez envoie ce ballon en profondeur sur Mbappé, qui élimine le gardien de Dortmund et qui voit Soule réussir ce sauvetage incroyable sur la ligne. C'est-à-dire c'est une action qui est super bien jouée, qui correspond totalement aux qualités de son meilleur joueur, et malgré ça, Luis Enrique est pas content. Et je trouve
et je le dis, et je le répète encore une fois, que Luis Enrique ne sait pas ou ne veut pas utiliser les qualités de Kylian Mbappé, ce qui est évidemment est extrêmement problématique maintenant pour la deuxième partie de la saison et surtout pour l'avenir, parce que Kylian il est pas con et que s'il voit qu'il a pas de ballon et que il doit se contenter de miettes pour marquer les buts ou tirer les pénaltys, ça va rapidement le saouler et qu'il voudra certainement aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Donc je pense effectivement qu'un des challenges qui attend Luis Enrique pour cette deuxième partie de saison, c'est de mieux utiliser Kylian Mbappé, qui est, qu'on l'aime ou on l'aime pas, un des meilleurs joueurs du monde, donc qui est quand même plutôt, je dirais, un cadeau à avoir dans son effectif. Voilà, mes chers amis, pas de face à Pierrot la semaine prochaine, puisque pas de match, donc on se retrouvera le 8 janvier pour le premier face à Pierrot de l'année 2024. D'ici là, portez-vous bien, faites un bon réveillon, amusez-vous bien, soyez prudents sur la route, ne buvez pas trop. Facile de dire ça quand tu ne bois pas du tout comme moi, mais bon. Voilà, je vous embrasse tous, meilleurs vœux, mais je vous ferai une petite vidéo pour vous souhaiter une bonne année le 1er janvier l'année prochaine. Voilà, ciao, le pouce, on s'abonne, on n'oublie pas les bonnes habitudes. Salut.